étions dans une préoccupation unique, comme dans un rêve. Il nous arrivait de revenir le soir, après dîner, pour jeter un coup d'œil sur notre domaine. Nos précieux produits étaient disposés sur les tables et les planches. De tous côtés, on apercevait leurs silhouettes faiblement lumineuses, et ces lueurs suspendues dans l'obscurité nous étaient une cause toujours nouvelle d'émotion et de ravissement. Nous sommes en 1898. Marie Curie a entrepris un travail de thèse sur l'étude des rayonnements de l'uranium, découvert 2 ans auparavant par Henri Becquerel. Avec l'aide de son mari Pierre Curie, elle découvre que d'autres substances, jusqu'alors inconnues, sont capables d'émettre spontanément des rayonnements. Le polonium d'abord, appelé ainsi en souvenir du pays d'origine de Marie, et surtout le radium qui émet 1 million de fois plus de rayonnements que l'uranium. Il donne un nom à ce phénomène, radioactivité. Devant cette fiole luisante, tiède au toucher et dont la source de chaleur paraît inépuisable, Pierre Curie s'interroge. Où le radium emprunte-t-il cette énergie? Peut-être de radiation indétectable dans le milieu qui nous entoure. Il pense sans doute à ses expériences de spiritisme qui le passionnent et qu'il cherche à expliquer en compagnie d'autres savants. C'est finalement Ernest Rutherford et Frédéric Soddy qui, en 1902 à Montréal, vont montrer que le radium possède en lui-même cette énergie. La radioactivité est la transformation spontanée d'un élément chimique en un autre par émission de rayonnement. Pierre et Marie Curie, utilisant jusqu'à des boîtes de conserve pour fabriquer leurs instruments, s'acharnèrent au milieu du scepticisme général à découvrir la plus importante, peut-être, des clés de la science moderne, le radium. En effet, le radium va donner lieu à de multiples applications en physique et en chimie, mais comme pour les rayons X, c'est d'abord la médecine qui s'en empare. En 1901, Pierre Curie et Henri Becquerel publient conjointement l'action physiologique des rayons du radium qui commence par « Les rayons du radium agissent énergiquement sur la peau ». L'effet produit est analogue à celui qui résulte de l'action des rayons de Röntgen, c'est-à-dire des rayons X. Cette note marque le point de départ des applications médicales. À l'initiative de Pierre Curie, les médecins de l'hôpital Saint-Louis de Paris commencent à traiter les tumeurs de la peau en plaçant de petites aiguilles de radium à leur contact. Très vite, les autres médecins apprennent à se servir des rayonnements du radium. Le public afflue dans les salles d'attente, heureux de pouvoir faire disparaître en quelques applications d'un sel au radium les petites taches disgracieuses sur le visage. Le radium devient l'outil de la lutte contre le cancer, cette maladie jugée incurable. Certains hôpitaux s'équipent d'une bombe au radium pour soigner les tumeurs profondes. Une autre technique voit également le jour, la curithérapie, qui consiste à implanter dans une tumeur cancéreuse une aiguille en platine contenant de la poudre de radium. Les taux de guérison, faibles au début, s'améliorent au fil des mois. Les revues médicales regorgent d'exemples où le radium s'avère le remède miracle. Vanté pour ses bienfaits, le radium devient une potion magique, une panacée à l'origine d'un commerce prospère. Des crèmes, des comprimés, des dentifrices, des shampoings au radium sont censés tonifier, rajeunir, guérir les maladies chroniques comme les rhumatismes, l'arthrose ou la goutte. Ils sont en vente libre sur le marché. Aucune autorisation n'est nécessaire puisque le produit est naturel. L'industrie n'est pas en reste. Elle dope les peintures au radium pour rendre lumineux les aiguilles et les cadrans des montres et des réveils en horlogerie, ou les panneaux signalétiques dans les avions et les lieux publics. Les fabricants emploient également du radium dans les pointes de paratonnerres pour améliorer leur efficacité. Bien que l'industrie du radium se développe, le produit reste extrêmement rare. Il faut traiter environ 400 tonnes de minerais pour extraire 1 gramme de radium. Rien d'étonnant s'il vaut 2000 fois plus cher que l'or. Le gramme atteint le prix d'une maison de bon standing à Paris, à tel point que la substance vient à manquer à Marie Curie qui n'a pas les moyens de s'en acheter. En 1921, aux États-Unis, une journaliste organise une collecte auprès des femmes américaines. Elle réunit les 100 000 $, l'équivalent d'1 million de dollars aujourd'hui, nécessaires pour offrir à Marie 1 gramme de radium. Ce cadeau lui est remis en main propre par le président des États-Unis.
Au total, seulement 1,5 kg de radium sera utilisé dans le monde entier jusqu'à son interdiction. C'est d'abord aux États-Unis que s'accumulent les preuves de la toxicité du radium. En 1924, un dentiste new-yorkais constate des cancers de la mâchoire chez de nombreuses jeunes femmes. Elles font toutes le même métier, peindre des chiffres lumineux sur des cadrans de réveil. Et toutes font le même geste, celui d'affiner avec la bouche la pointe de leur pinceau après l'avoir trempé dans une peinture au radium. Les premiers articles de presse qui relatent cette nouvelle ne trouvent aucun écho dans l'opinion. Le public n'admet pas une relation de cause à effet, tant le produit est paré de toutes les vertus. D'autant que les industriels utilisant le radium cherchent à disqualifier ceux qui le mettent en cause. Mais plusieurs commissions alertent officiellement les consommateurs américains car d'autres décès suspects sont signalés, dont celui du jeune américain Eben Byers, un riche industriel ex-champion de golf qui meurt en 1931 d'une overdose de radium. Sur le conseil de son médecin, il ajoutait systématiquement du Raditor à son eau de boisson. L'affaire des ouvrières américaines marque un tournant dans l'histoire de la radioprotection. À cette époque, la protection concernait essentiellement l'exposition externe du personnel médical à l'aide d'écrans, de blindage et de manipulation à distance. Les organes cancéreux sont soumis journellement à un bombardement d'irradiations radioactives qui démantèlent et détruisent les cellules malignes. Des viseurs analogues à ceux des périscopes permettent de suivre le traitement à travers les murailles plombées en échappant aux radiations. Pour les ouvrières, il s'agit d'ingestion d'éléments radioactifs, c'est-à-dire d'exposition interne. Le drame de ces femmes va conduire à mettre en place une norme d'un nouveau type, une limite d'ingestion. L'image si positive du radium est définitivement ternie à la mort de Marie Curie en 1934, emportée par une leucémie certainement liée à une longue exposition au rayonnement. Elle aura eu la joie d'assister quelques mois auparavant à la découverte de la radioactivité artificielle par sa fille et son gendre, Irène et Frédéric Joliot-Curie. Petit à petit, le radium est remplacé par des éléments radioactifs artificiels, le cobalt, l'iridium et le césium en médecine, le tritium pour les peintures luminescentes. Il est définitivement interdit dans les années 1970 pour raison de radioprotection. Si le radium n'est plus employé aujourd'hui, il n'a pas pour autant disparu. Certains sites industriels qui l'utilisaient restent pollués par des résidus qui émettent encore des rayonnements. C'est le cas par exemple des usines horlogères Bayard, florissantes dans les années 1950, fermées à la fin des années 1980 et aujourd'hui en cours de dépollution. Chaque bâtiment, chaque mètre carré d'atelier est inspecté. Si la présence de radium est détectée, il faut gratter les murs et creuser les sols. Après plusieurs années de travaux d'assainissement, 800 tonnes de déchets ont été évacuées vers les centres de stockage spécialisés de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 800 tonnes qui contiennent environ 0,2 g de radium. Côté médecine, il reste aujourd'hui encore beaucoup d'objets au radium délaissés et oubliés dans les placards des hôpitaux, dans les greniers des médecins ou de leurs descendants, et même chez certains notaires et banquiers qui considéraient le radium comme un placement financier. Toute personne du public manipulant sans précaution un tel objet atteindrait en 1 heure la limite d'exposition autorisée pour 1 année. Le danger est donc réel. C'est pourquoi des campagnes ont été organisées par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et par l'ANDRA, afin de localiser, collecter et entreposer en lieu sûr les objets au radium. Lors de la dernière campagne lancée en 1999, plus de 500 objets ont été récupérés. L'histoire du radium aura donc duré plus de 70 années, au cours desquelles il incarnera tour à tour une science radieuse, puis coupable, une potion prodige, puis un poison. Révélé, glorifié,
Soupçonné et enfin interdit, le radium s'est inscrit dans les grands récits scientifiques du XXe siècle, ceux qui ressemblent à une épopée.